Merci Nathalie. Oui. On avait demandé au président Mao, quelque temps avant sa mort, qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française. Et le président Mao, après quelques secondes de réflexion, a dit « Vous savez, c'était seulement il y a 200 ans. On n'a pas assez de recul. » Donc effectivement, la question qu'on m'a posée, et que je vais essayer de traiter cet après-midi, c'est est-ce que les valeurs féminines, dont on va parler tout à l'heure, sont des valeurs motrices dans le changement et la mutation que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que la condition même de cette mutation est qu'elle soit de nature féminine? Alors ce n'est pas une question facile. Et donc j'ai essayé de travailler sur les plans que je connais bien, c'est-à-dire les plans sociologiques, historiques. Et je voudrais commencer par la première remarque qui m'est venue lorsqu'on a parlé d'écologie pour la première fois. J'en ai dit 2 mots hier. C'est un biologiste allemand qui s'appelle Haeckel, qui en 1866 a créé le mot et le concept d'écologie. Et c'est marrant parce qu'il a créé ce concept, on parlait de conceptus enfant, ce concept à propos de la parenté entre les embryons de toutes les espèces vivantes sur Terre. Et il s'était aperçu, c'était le premier à s'en être aperçu, que chacun des embryons, avant de devenir fœtus, passait depuis le stade de morula jusqu'au stade de fœtus, en passant par toute l'histoire du monde et toute l'histoire des espèces vivantes. Et c'est cette constatation, ce lien, cette cohérence entre les différentes espèces humaines faisant partie intégrante du vivant, qui a donné donc lieu à forger ce mot à partir de 2 mots grecs, oikos, qui veut dire la maison, logos, qui veut dire une règle, une loi. Donc l'écologie, c'est la règle, la loi de la maison. Je reviendrai tout à l'heure sur la période exacte où l'écologie est apparue dans l'histoire des idées, mais ce qui est intéressant, c'est que quelques siècles auparavant, un autre mot était forgé avec 2 mots grecs, oikos et nomos, c'est-à-dire la marche en avant de la maison. Et cette marche en avant de la maison, cette administration de la maison, c'était l'économie. Ça a été créé à l'époque d'Aristote. Et pour Aristote, il était évident que l'économie avait comme finalité le bien de la société. Et, sachez-le, les citoyens grecs avaient le droit de philosopher, avaient le droit de discuter sur l'agora de la cité, avaient une participation citoyenne, mais n'avaient pas le droit de faire de l'économie. Seuls avaient le droit de faire de l'économie les métèques, chargés du commerce des armes, chargés d'importer, d'organiser l'armement des navires, et les femmes, qui étaient, elles, responsables de l'organisation et de l'administration de la maison, sachant que même les aspects sexuels échappaient pour la plus grande partie d'entre elles aux femmes aussi. Par conséquent, la question que je pose, la première question, c'est comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 20 siècles pour passer de la marche de la maison à la connaissance des règles de la maison? Alors ça, c'est une question intéressante sur laquelle j'ai travaillé dans mon 2e livre. Et on s'aperçoit de quelque chose de tout à fait passionnant, c'est que d'une certaine façon, l'économie correspondait à une énergie initiale formidable, poussant l'humanité à assouvir ses besoins fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux, au départ, étaient simples. Il fallait s'habiller, il fallait manger, il fallait boire à sa soif, il fallait répondre à la demande d'une humanité en expansion. À partir de la fameuse malédiction d'Adam, et pour ceux qui s'intéressent à ce moment du départ de l'humanité qui sort de la cueillette et de l'intégration dans la mère nature pour devenir des gens de prévoyance, des gens d'épargne et des gens d'économie, je renvoie au livre passionnant qui s'appelle Ishmael de Richard Quinn, qui prouve que le moment crucial, avant même l'écriture,
c'est le choix de certains hommes de devenir des épargnants, de devenir des gens qui pensent au devenir et de commencer à cultiver la terre. Et ce moment de culture de la terre, c'est le départ de l'humanité que nous connaissons, de ceux qui prennent. Par rapport à ceux qui étaient avant, étaient ceux qui laissent, puisqu'ils laissaient Dieu, les dieux, cultiver. Et ils étaient là pour cueillir, ils étaient là pour pêcher. Ils confiaient leur destin à l'instant, ils confiaient leur destin à la vie telle qu'elle était. Ils étaient partie intégrante de la nature. Et un jour, un homme, vous connaissez la préférence de Dieu pour le sacrifice d'Abel plutôt que celui de Caïn, Richard Quinn explique cette préférence en disant que d'une certaine façon, Dieu préférait celui qui laissait à celui qui prenait. Et que le sang qui irrigue la terre, c'est justement ce choix déterminant qui, à un moment donné, a fait que nous sommes passés d'une humanité qui laissait à une humanité qui prenait. Et il explique derrière le développement démographique par le fait qu'à partir du moment où on a été l'humanité qui prend, on n'a plus eu de soucis pour l'explosion démographique de notre propre espèce, et nous avons privilégié le développement de l'espèce humaine sur les autres espèces. Nous avons rompu l'équilibre écosystémique de la planète. Et la logique de la surpopulation était inscrite dès le départ dans la logique de la culture, et donc de l'agriculture. Et cette séparation entre culture et nature date de cette époque, bien avant le départ de l'écriture. Donc la première question, c'est comment se fait-il qu'effectivement, petit à petit, nous avons donc répondu à ce besoin élémentaire et typiquement humain, puisqu'aucune espèce sur Terre ne se soucie du lendemain. Nous sommes la seule espèce sur Terre qui a pris comme parti pris de dire que vais-je donner à manger demain, donc je dois prévoir, je dois épargner, je dois construire des silos pour stocker mon grain, et la fameuse parabole des 7 années maigres qui venaient après les 7 années grasses, les vaches maigres et les vaches grasses, c'est le début de cette culture de l'économie, de la marche en avant. Donc à un moment donné, l'homme prend son bâton de maréchal et dit « je vais marcher en avant ». Et, excusez-moi messieurs, c'est une valeur typiquement masculine. C'est-à-dire cette révolution extérieure, cette conquête des espaces, des champs et des forêts, ce voyage vers la connaissance de la planète, de la connaissance des nouveaux territoires, c'est typiquement une valeur masculine. Et c'est cette valeur qui va pousser l'homme à développer, dans un premier temps, bien sûr, l'agriculture, jusqu'au Moyen-Âge, et ensuite, petit à petit, vu l'accumulation des biens et de l'épargne due à l'agriculture, nous allons passer dans une économie de ville, de bourg, où les produits viennent s'échanger sur un marché. Et là, donc, les différents paysans amènent la culture, l'excédent, tout le malheur est dans ce profit, dans cet excédent, l'excédent de la production sur la demande, sur les marchés de différentes petites villes, qui au départ sont juste des contreforts rocheux. Hein. Rappelez-vous que Jérusalem, c'est le Jéru de Salem. C'est un petit fort dans lequel Salem était là. La plupart des petits bourgs qui se sont créés à cette époque-là étaient des lieux de rencontre des paysans qui venaient échanger le trop-plein, le surplus de leur production.